Rebonjour ou bonjour si vous nous rejoignez sur le plateau des live sessions de Niort Numérique. C'est déjà la dernière demi-journée des plateaux TV. On avait commencé hier matin. Les live sessions, ça n'est évidemment pas terminé puisque je vous en reparlerai en fin d'après-midi. Il y aura des webinars jeudi et vendredi, mais on y reviendra. Cet après-midi consacré donc aux derniers thèmes, les thèmes de l'éthique et du numérique. On l'a déjà effleuré hier avec Vincent Courboulet en évoquant le numérique responsable. On parlera cet après-midi de la protection des données. Et puis, dans un instant, des enjeux de la cybersécurité. On aura un rendez-vous aussi avec French AssureTech, qui est une union de mutuelles qui se rapproche de start-up pour inventer avec eux l'assurance de demain. Jérôme Baloge, le président de Niort Aglo qui organise ces live sessions, sera avec nous pour conclure cette journée. Et puis, c'est Virginie Resson-Victor, la prospectiviste, qui sera aussi notre dernier intervenant vers 16h15. On parle de la cybersécurité d'abord. Pas plus tard que lundi, Florence Parly, la ministre des Armées, a révélé qu'une attaque de type rançongiciel, ou ransomware si vous préférez, avait été menée contre un hôpital militaire à Toulon. Un code a crypté les données sensibles et exigé le paiement d'une somme d'argent pour récupérer ces données. Les dégâts ont pu être limités grâce à l'intervention de spécialistes, mais le mal est fait et un certain nombre de données ne pourront pas être récupérées. C'est évidemment un exemple parmi les 104 autres identifiés par l'ANSSI, l'Agence de sécurité des systèmes d'information depuis le début de l'année. C'est déjà 2 fois plus en 9 mois seulement que l'an dernier, et on ne parle que de cas connus, car évidemment, et malheureusement, nombreux sont ceux parmi les victimes qui ne veulent pas révéler avoir été victimes de ces malversations, de ces crimes. On parle même de cybercriminalité. Nos 3 intervenants vont nous permettre donc de dresser un panorama des risques auxquels nous sommes confrontés, que l'on soit entreprise, collectivité ou particulier, car personne n'est épargné aujourd'hui. Et que devons-nous mettre en œuvre pour nous protéger? Nos 3 invités, je vous les présente maintenant. Christelle Boissinon. Bonjour. Vous êtes référente en matière de sécurité économique et de protection des entreprises à l'état-major régional de la gendarmerie, oui. Adjudante. Adjudante, je dois dire. En duplex avec nous, Amandine Delamo, qui est chargée de partenariat au sein du dispositif gouvernemental cybermalveillance. Bonjour Amandine. Bonjour à tous, merci. Merci d'être là, ou plutôt de loin, mais en tout cas, donc, vous êtes présente quand même avec nous. Voilà, je suis là avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis chargée des partenariats donc, au sein du dispositif, donc le dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. On en reparlera, Amandine, dans un instant. Vous nous expliquerez un peu effectivement ce qu'est ce dispositif gouvernemental. Et puis, 3e invité, Olivier Graal. Bonjour. Vous êtes délégué régional en Nouvelle-Aquitaine de l'ANSSI, que j'évoquais tout à l'heure, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Justement, je voudrais qu'on essaie de comprendre d'abord un peu qui fait quoi entre ces 3 organisations. Christelle Boissinon, d'abord. Alors, moi, j'ignorais complètement qu'il y avait un référent sécurité économique et protection des entreprises à la gendarmerie. Alors ça fait maintenant longtemps qu'il y a des référents effectivement sécurité économique, protection des entreprises en gendarmerie. Seulement depuis 2018 et la nomination de Thomas Courbe à la Direction générale des entreprises et au CIS, une nouvelle impulsion a été donnée à la matière. Clairement par le gouvernement et donc les administrations ont suivi. C'est quoi la sécurité économique et la protection des entreprises dans votre esprit alors en gendarmerie, ça recouvre 3 domaines, 3 missions. La partie sûreté, donc la partie bâtimentaire, protection physique de l'entreprise. Le 2e domaine, ce sont les intrusions consenties, c'est-à-dire les process à mettre en œuvre lorsqu'il y a des clients, des fournisseurs, des sous-traitants qui sont accueillis dans l'entreprise, nécessairement pour elle, mais dont il faut aussi garantir les informations stratégiques. Et puis la dernière partie, c'est la partie cyber pour laquelle je suis là aujourd'hui. Voilà. Donc n'importe quelle entreprise de n'importe quelle taille sont dans vos périmètres. Peut effectivement faire appel aux référents sécurité économique, protection des entreprises. Si vous me permettez, en gendarmerie, donc vous avez un ou plusieurs référents CECOP, comme on les appelle, vulgairement, au niveau régional, et après vous en avez à minima un par département. C'est un par brigade? Un par département. Par département? Par département, pas par brigade, voilà. Donc ça représente combien? À minima. Donc là, oui, d'accord. Donc vous en avez en Nouvelle-Aquitaine, il y a 12 départements. Plus un enquêteur aussi au niveau du groupement? Alors le groupement, c'est le département. Oui. C'est le terme militaire. Mais après, dans les brigades, il y a aussi des chargés, des enquêteurs ou des correspondants nouvelles technologies? Vous avez des correspondants nouvelles technologies ou des correspondants sûreté.
D'accord. Il y a les deux dans toutes les brigades. Donc au plus près des entreprises. Au plus près des entreprises, au plus près des administrés. La force de la gendarmerie, c'est vraiment son maillage territorial. Et c'est pour cela que la direction générale a choisi d'aller jusque dans les brigades, former des militaires à ces nouvelles technologies et à la sûreté. Donc une entreprise peut s'adresser à vous quand elle est dans quel contexte, par exemple? Si elle a fait une demande auprès d'une administration Pour des conseils. Pour des conseils. Déjà, les référents sécurité économique, la gendarmerie, il y a le côté répressif, je ne sais pas si vous français. Non, pas du tout. On est connu pour ça, mais on a aussi un rôle préventif qui est très, très important. Et donc les référents sécurité économique participent à des actions de sensibilisation. Voilà, ou en propose, et ont aussi une mission de conseil direct, voire de diagnostic auprès d'entreprises. Donc vous préconisez sans obliger. Exactement. Ouais, exactement. Mais quel est l'intérêt de faire appel à la gendarmerie, par exemple, plutôt qu'à une société privée qui peut réaliser le même audit? Alors, ce ne sont pas des audits, très clairement. Ou diagnostic, alors. Voilà, ce sera beaucoup moins complet qu'un audit. Par contre, on a le regard d'une administration sur l'entreprise. Donc, ça peut effectivement être intéressant pour une entreprise si elle souhaite obtenir une licence ou un marché. Elle a déjà une administration qui lui aura délivré un diagnostic et donc qui sera au fait des derniers textes législatifs en la matière. Voilà. Olivier Graal, oui, vous, l'ANSSI, c'est depuis presque 10 ans, plus de 10 ans maintenant, plus 2009. 10 ans. Nous sommes dans notre 11e année. Vous dépendez du ministère de l'Intérieur, de la Défense ou... Nous dépendons du cabinet du Premier ministre. Nous Directement. sommes au service du secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale. Et nous sommes l'autorité nationale en matière de cybersécurité. Donc vous, quel est votre périmètre? C'est les PME, c'est les particuliers ou c'est... Historiquement, notre périmètre, c'est principalement ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels. Donc la colonne dorsale française en matière de cybersécurité, donc les services qui ne doivent pas tomber, dans lesquels on retrouve bien évidemment le transport, l'énergie... Les hôpitaux dont je parlais tout à l'heure, par exemple. La santé et d'autres types d'activités. Indépendamment donc, de nos actions menées auprès des OIV et des OSE, nous sommes également là pour soutenir les initiatives locales. Et donc je suis le représentant de l'ANSSI sur la région Nouvelle-Aquitaine avec pour principale mission d'accompagner les acteurs locaux dans leurs actions de sensibilisation, mais aussi dans la construction d'un écosystème résilient et donc la construction des outils nécessaires à aider les PME, PMI. Donc on sort un petit peu de notre périmètre classique OIV, OSE. Amandine Delamo, vous, votre dispositif de cybermalveillance, il est issu de l'ANSSI, c'est ça? Voilà, on a été en fait incubé au sein de l'ANSSI il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc, on a pris notre autonomie au lancement de la plateforme. Et donc, nous, on est, j'allais dire, complémentaire de l'ANSSI puisque... donc l'ANSSI, comme le disait Olivier, donc adresse les infrastructures critiques et cybermalveillance, c'est la solution pour 3 typologies de publics. Donc vous allez avoir les particuliers, les entreprises et les collectivités locales. Donc on est la solution pour tout le reste de la population. Et on a en fait 3 missions qui nous ont été confiées par le gouvernement. Donc la première, à la base, on a été vraiment créé pour répondre à l'augmentation des actes de cybermalveillance et aux victimes. Donc on a créé une plateforme qui a été conçue comme un guichet unique. Où les victimes en fait peuvent venir suivre un parcours avec des mini-questions et de là en fait on va faire un pré-diagnostic et en fonction de ce qui leur arrive, soit on va leur donner des éléments pour comprendre en fait le phénomène qui vient de leur arriver, soit on va leur donner des éléments infractionnels pour qu'elles sachent si elles doivent aller porter plainte ou non, etc. On va aussi les rediriger si besoin vers des organismes qui existent déjà auxquels on ne se substitue pas du tout, hein. Donc, on type, je pense à Pharos pour tout ce qui est contenu illicite ou NetÉcoute pour tout ce qui est cyberharcèlement. Et on va même jusqu'à la mise en relation, en fait, avec des prestataires locaux. Si la victime a besoin de se faire dépanner, que ce soit un particulier, entreprise ou collectivité, elles peuvent trouver sur notre plateforme donc, des prestataires qui vont pouvoir dépanner leur incident. Donc, on en a un peu plus de 900 à ce jour qui couvrent tout le territoire national. Pour qu'on mesure bien, pardon Amandine, pour qu'on mesure bien l'évolution un peu de l'assistance que vous portez aux victimes de cybermalveillance, quels sont les chiffres là ces 2 dernières années, le nombre de cas dont vous avez été saisis? Alors on a eu
Alors, la première année, en 2018, on a eu 30 000 parcours victimes. Et on a eu plus de 90 000 parcours victimes en 2019. Donc on voit qu'il y a une énorme augmentation des victimes. Alors dû aussi au fait que notre plateforme n'était pas connue. Elle a été lancée il y a 2 ans. Donc c'est également l'augmentation de la notoriété de la plateforme qui joue. Mais donc oui, il y a un réel besoin, en tout cas, de ce genre d'assistance. Et on a d'autres missions qui sont en parallèle en fait de notre mission d'assistance, et qu'il faut faire de la prévention et de la sensibilisation à tous ces risques sur nos 3 publics. Et donc on a créé en fait du contenu spécifique. On a un kit de sensibilisation qui est entièrement gratuit à la disposition de tout le monde. Si les entreprises veulent. On y reviendra, pardon, Amandine, tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure sur la prévention, effectivement, les conseils qu'on peut donner. Vous nous disiez de 30 000 à 90 000, c'est un gap qui paraît très important, et en même temps, on se dit 90 000, c'est relativement peu au regard de la population française et aujourd'hui du nombre de victimes potentielles. Vous l'estimez ou pas ? Alors, pour l'instant, on est en train d'augmenter notre notoriété. Pour l'instant, on a fait des campagnes, j'allais dire grand public. Donc, on a principalement des particuliers qui viennent chercher assistance sur notre plateforme. Là, on est en train d'augmenter sur tout ce qui est entreprise et sur les collectivités. Donc voilà, donc ça ne peut qu'aller en s'amplifiant dans le futur. Malheureusement, ça suit la tendance aussi des attaques. J'imagine que vous ne travaillez pas chacun dans votre coin, les uns les autres. Olivier Graal, Christine Boissimon, vous êtes en lien l'un et l'autre, par exemple ? Il existe effectivement un groupe de travail dans chaque région et on essaie de coordonner nos efforts. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de ne pas se cannibaliser. Donc on a des actions communes, d'où notre présence aujourd'hui d'ailleurs. Et il y a un réseau qui s'est tissé effectivement d'entraide. Donc moi je fais régulièrement appel à mes collègues de la gendarmerie, de la police et des autres services. Et inversement, je suis sollicité par eux sur des incidents cyber, à la fois pour répondre à un incident, donc les orienter vers cybermalveillance entre autres, et ou les services de l'État si... C'est-à-dire vous n'êtes pas de spécialiste de cybersécurité, nous avons des techniciens à même de réparer l'incident. Si un hôpital, par exemple, à Bordeaux, à Niort, vous saisit... c'est bien nous qui intervenons. C'est vous qui intervenez. Donc l'ANSSI, en fait, héberge le CERT qui est l'équipe des pompiers du numérique pour les fameuses OIV, OSE, et parfois sur un périmètre plus large. Donc on répond à incidents sur les personnes qu'on a à suivre, notamment les hôpitaux. Donc si un hôpital est victime, c'est l'ANSSI qui sera amené à travailler. C'est extrêmement grave. Voilà. Ça serait extrêmement grave. Oui. Alors justement, on va parler des différents phénomènes. Là, j'ai commencé en parlant de cette histoire d'hôpital militaire de Toulon. Vous connaissiez, j'imagine. Le ransomware, donc on appelle ça aussi en français le rançongiciel, c'est ça ? Ça, c'est le phénomène aujourd'hui émergent, je ne sais pas, parce qu'il n'est peut-être pas nouveau, mais c'est celui auquel vous êtes le plus confronté, Olivier Graal. C'est la partie visible de l'iceberg. Pardon ? C'est la partie visible de l'iceberg. D'accord. Donc effectivement, il y a une forte recrudescence des arnaques de type ransomware. Donc le ransomware consiste à venir chiffrer toutes les données d'un système d'information, donc tous les ordinateurs d'une entreprise, et d'exiger une rançon pour restituer les données. Et le Covid, malheureusement, a fragilisé les systèmes d'information des entreprises, puisqu'il a fallu ouvrir le système vers l'extérieur. On y reviendra tout à l'heure, oui. Et donc on a effectivement un phénomène de recrudescence d'attaques de type ransomware. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a d'autres phénomènes qui sont tout aussi inquiétants, notamment ce qu'on appelle des actions de phishing. Donc des tentatives de la part des cyberattaquants de récupérer de l'information sur les futures victimes afin de s'organiser derrière pour pouvoir mener des attaques d'envergure, que ce soit du ransomware ou de l'exfiltration de données, par exemple. Tiens, par exemple, un chiffre, Orange Cyberdéfense, qui est une filiale d'Orange, et qui surveille et analyse depuis Rennes les attaques perpétrées contre ses 40 000 clients, ils ont constaté une augmentation de 600% de l'activité de phishing dans le monde entier pendant le Covid. C'est considérable. C'est un phénomène qui effectivement est en progression, Christine Boissimon, mais qui n'est pas vraiment nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il s'attaque
plus seulement des entreprises en fait. Tout à fait. Ouais. Et ce qu'il faut bien comprendre dans l'infraction de phishing, en fait, c'est que les pirates informatiques sont opportunistes. Donc lorsqu'il y a eu le confinement, ces infractions étaient principalement dirigées vers du gel hydroalcoolique ou des commandes de masques. Et là maintenant, c'est-à-dire qu'ils envoient un mail. Voilà, proposant des masques à pas cher, des centres de conférence ou autre. Et là maintenant qu'on est, alors avec le déconfinement et les aides de l'État actuellement, c'est plutôt des mails qui ont l'apparence de mails de l'administration, de l'État, mais qui n'en sont pas. Et donc les entreprises vont cliquer sur ces mails qui leur proposent une aide publique, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc ce qu'on peut vraiment conseiller aux entreprises, c'est en aucun cas, lorsqu'elles reçoivent un mail, de cliquer dessus, et plutôt de se rendre sur le site officiel de l'administration pour solliciter les aides dont elles ont besoin et dont certainement elles peuvent bénéficier. Ça c'est le phishing, mais le ransomware, pour y revenir, ça touche donc les entreprises, mais maintenant aussi des collectivités, des mairies. Oui. Voilà, ce qu'on peut dire alors, au niveau de la gendarmerie, mais j'ai Paul Bousquet de la police, le commissaire divisionnaire cyber, avec lequel on échange aussi régulièrement, comme Olivier l'a souligné juste avant. Clairement, il y a une recrudescence des ransomware importants au niveau de la RGNA. Je ne parle pas forcément... La région Nouvelle-Aquitaine, ouais. Oui, excuse-moi, j'ai pris l'acronyme. Quand on dit une recrudescence, c'est de quel ordre ? Depuis le début du confinement, on peut dire qu'il y a un ransomware d'importance toutes les semaines, toutes les 7 à 10 jours maximum. C'est énorme. Voilà. Oui. Ouais. Et identifié. Identifié. Ouais. Donc on peut supposer qu'il y en a beaucoup plus qui ne sont pas déclarés aux administrations. Amandine Delamo, c'est ça qu'il faut souligner, je le disais en introduction, c'est que effectivement, c'est la partie aussi émergée de l'iceberg dans ce cas-là, c'est-à-dire que ce sont les cas connus, mais combien ne sont pas déclarés, notamment par les entreprises, et pour quelles raisons d'ailleurs ne le font-ils pas ? Alors, ils ne le font pas forcément, des fois par manque de temps, je pense, parce que ils ont un devoir quand même. La CNIL maintenant les oblige à aller déclarer s'il y a eu des vols de données de leurs clients ou même en interne. Tout vol de données doit être déclaré à la CNIL. Après, un certain nombre le font, encore trop peu. Donc, on a justement là notre rôle de prévention, de sensibilisation doit être important justement pour qu'ils aillent porter plainte, pour qu'il y ait derrière une action qui soit faite. Plus il y a de phénomènes d'ampleur et plus derrière il y aura d'enquêtes et plus derrière on aura des moyens aussi pour contrer ces menaces. Donc, s'il n'y a pas plainte, Christelle donc voilà, de notre côté en tout cas sur la plateforme. Oui, s'il n'y a pas plainte, c'est... on n'en a pas connaissance. Vous n'avez pas connaissance, donc, mais s'il n'y a pas plainte, c'est parce que les entreprises ont peur en termes d'image. Exactement. Que ce soit connu. Alors, étant donné que je fais beaucoup de conseils et de prévention auprès des entreprises, très souvent elles me joignent, moi, gendarme, pour... C'est vrai. Oui. C'est cocasse. Oui, c'est vrai. Donc mon travail, c'est effectivement de les inciter, comme le disait très justement Amandine, à le faire et les inciter en argumentant dans ce sens. Parce qu'effectivement, elles ont peur pour leur réputation, d'une manière générale, et particulièrement maintenant qu'elles sont quand même sous tension financièrement. Donc il y a un vrai enjeu. Et ce qu'on peut remarquer, et Olivier, je pense, me suivra dans cette voie, c'est qu'effectivement, depuis quelque temps, il y a une recrudescence d'entreprises qui ne souhaitent pas déposer plainte et qui nous joignent au départ dans ce sens-là. Alors bien sûr, le travail, c'est qu'elles le fassent, donc elles finissent par le faire, et elles y ont intérêt, comme l'a souligné Amandine juste avant, mais c'est une vraie tendance qu'on note au sein des administrations. Et en plus, Olivier Graal, les petites entreprises se disent, bon, à la rigueur, c'est pas à moi que ça va arriver, on va aller toucher plutôt les gros groupes ou effectivement les opérateurs d'importance vitale. Pourtant, les PME sont vraiment ciblées aujourd'hui. Il faut effectivement avoir conscience qu'aujourd'hui, les cyberattaquants sont... pour le less effort et meilleur résultat. Donc, je vais aller plutôt me concentrer sur des cibles de plus petite taille. Je vais gagner moins, mais je prendrai beaucoup moins de risques. Et au final, comme j'ai un panel de sociétés beaucoup plus large, les gains seront nettement supérieurs, puisque au lieu d'attaquer et de mettre tous mes moyens sur une société, je vais attaquer 10, 20, 30, 100, 1000 sociétés. Et statistiquement, j'ai beaucoup plus de chances effectivement d'augmenter mes gains.
avec une prise de risque extrêmement limitée, puisque, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a un phénomène assez récent qui consiste justement à ne plus aller porter plainte. Je pense que c'est un effet pervers de la réglementation générale à la protection des données. Les entreprises savent maintenant qu'elles sont pénalement responsables si elles ne font pas une déclaration. Et donc, comme elles ne sont pas forcément en conformité par rapport au RGPD, elles s'imaginent qu'en allant porter plainte, elles vont être sous le feu de la rampe et qu'elles vont être potentiellement mis en justice par la CNIL. Ce qui est faux. C'est-à-dire que le vrai risque, ce n'est pas de ne pas porter plainte, mais c'est justement a posteriori, de retrouver ces données publiées sur le net, et ça c'est un nouveau phénomène, et du coup d'avoir à assumer les sanctions, que ce soit la CNIL ou tout simplement les sanctions de ses clients, c'est-à-dire de perdre ses clients. Donc moi, s'il y a un conseil à donner, c'est surtout d'aller porter plainte. C'est la première chose à faire, c'est effectivement d'aller porter plainte. Et puis c'est un gage de sérieux et de crédibilité pour l'entreprise, tant auprès de ses clients que de ses fournisseurs. Donc il y a vraiment, l'entreprise a tout intérêt à le faire. C'est quelque chose qu'il faut vraiment marteler, parce qu'avec la crise financière actuelle, elles ont tendance à être un petit peu frileuses là-dessus. Juste un autre phénomène dont je voudrais qu'on parle rapidement avec vous, Christelle Bois-Simon, c'est les faux virements. Les faux ordres de virement. Les faux ordres de virement, ça consiste en quoi, ça ? Alors, le faux ordre de virement, en fait, c'est une infraction, déjà, pénale, clairement. Et donc, le pirate informatique qui va faire un faux ordre de virement, il va d'abord, pour constituer son infraction, faire une part d'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'il va se rendre sur les réseaux sociaux, sur Internet, l'organigramme de l'entreprise, voir les personnes qui ont des compétences clés au sein de l'entreprise, la comptable, la secrétaire, les repérer, faire un environnement de ses dirigeants notamment. Donc, alors les dirigeants maintenant font un petit peu attention sur les réseaux sociaux, ils publient moins leurs dates de vacances, mais leurs enfants... Ah d'accord, ça va jusque-là. Voilà. Profiter de l'absence du chef d'entreprise. Exactement. Profiter de l'absence du chef d'entreprise pour joindre cette personne clé et donc lui demander de toute urgence de faire un virement sur un compte bancaire en lui inspirant confiance grâce aux informations qu'ils ont pu retrouver, répertoriées lors de la phase d'ingénierie sociale. Donc la comptable, la secrétaire va faire confiance à l'escroc, va virer l'argent, et de préférence, et ça c'est très important à souligner, ce virement aura lieu un vendredi après-midi ou la veille d'un week-end ou d'un jour férié pour que le transfert de fonds puisse être pleinement réalisé. Donc pour vraiment lutter contre cette infraction qui est exponentielle, très clairement. Il faut sensibiliser les collaborateurs, notamment ceux qui ont ces compétences clés au sein de l'entreprise, faire attention aux courriels reçus, vérifier l'identité de la personne qui appelle, et puis, c'est possible, c'est toujours possible dans une entreprise, mettre en place un process de vérification de paiement. C'est-à-dire qu'une seule personne ne puisse pas directement délivrer certains montants. Voilà. L'imagination des pirates est sans limite. Les outils qui sont à leur disposition, Olivier Graal, sont faciles à trouver ? Malheureusement, oui. Aujourd'hui, il y a une vraie industrie. Vous comme moi, par exemple, si on trouve ces outils, on peut se lancer dans le phishing Tout à fait. Aujourd'hui, la cybersécurité, plutôt les attaques cyber sont devenues une réelle industrie avec, sur ce qu'on appelle le dark web, entre autres, la mise à disposition d'outils clés en main permettant de mener des attaques complexes sans avoir soi-même les compétences pour les réaliser. Donc on va sous-traiter un service à une entreprise, on peut appeler ça comme ça, cyber, qui a pour métier l'attaque cyber. Alors bien évidemment, ce ne sont pas des gens qui ont pignon sur rue, on parle bien de mafia, d'escrocs, mais ils ont mis à disposition effectivement tous les outils nécessaires pour permettre à une personne lambda de mener des attaques et malheureusement d'arriver à ses fins, c'est-à-dire de soit détourner de l'argent, soit récupérer de l'information, et sans forcément avoir de très fortes compétences en cybersécurité, en cyber tout court. C'est l'industrialisation de la criminalité. Exactement. Ouais. Vous avez commencé à parler tout à l'heure, et Amandine, vous allez pouvoir nous en dire un mot. Il y a un vrai risque là au retour des salariés du télétravail pendant ces quelques mois.
qui ont utilisé leurs ordinateurs personnels, qui se reconnectent sur les réseaux des entreprises. Là, pour les pirates, c'est une aubaine exceptionnelle d'avoir pu récolter des données pendant l'été et de les balancer dans les entreprises pour les pirater. Tout à fait. Donc, tout à fait, il y a des risques pour les entreprises. Donc, vigilance quand les employés reviennent avec leurs outils de travail au bureau, il faut absolument qu'ils aient été désinfectés et que tous les dossiers qui étaient enregistrés sur leur dossier personnel soient bien rapatriés, que toutes les données soient bien rapatriées sur le réseau de l'entreprise. Voilà. Et puis après, il faut aussi qu'ils fassent les gestes essentiels de prudence, de discernement et de vigilance au quotidien. Et après, qu'ils changent les mots de passe régulièrement, hein, puisque la majorité des attaques est due à des mots de passe trop simples ou autres. Donc, que ce soit particulier, entreprise ou collectivité, voilà, changer les mots de passe régulièrement. Activer la double authentification autant de fois que c'est possible. Et puis, si vous pouvez, utiliser un gestionnaire de mots de passe aussi, que les entreprises l'utilisent de plus en plus, puisqu'on n'est pas des machines, on a un nombre d'applications à usage personnel ou professionnel important. Donc, il faut commencer en fait à utiliser un outil de gestionnaire de mots de passe qui permet de les enregistrer automatiquement. Et il n'y a qu'un seul mot de passe à se rappeler. Donc, ça simplifie grandement la vie. Et puis aussi faire des sauvegardes régulièrement, parce que c'est le seul moyen quand on est attaqué de recouvrer ces données suite à une attaque. Donc voilà, faire des sauvegardes régulières, déconnecter surtout hors ligne du système d'information et vérifier en amont qu'elle fonctionne. Voilà, ne pas attendre la panne ou le piratage pour vérifier qu'elle fonctionne bien et que vous pouvez redémarrer votre activité en fait grâce à ces sauvegardes. Puis il y a tout ce qui est mise à jour aussi, mise à jour, utiliser un antivirus, voilà. Pardon Amandine, Christelle Bois-Simon, là ce que dit effectivement Amandine est très important, c'est-à-dire c'est le retour de ces ordinateurs dans les entreprises. Il y a des précautions à prendre, il y a ce qu'on appelle la salle blanche. C'est quoi la salle blanche ? Alors la salle blanche, je pense que pour le coup... Olivier Graal peut en parler aussi. Voilà. Hein, oui. En fait, il faut partir du postulat que le poste qui a été externalisé, donc qui a été au domicile de la personne, est potentiellement compromis. Pour une raison simple, c'est que votre lieu de domicile n'est pas aussi bien sécurisé que votre entreprise et votre PC a peut-être été utilisé à d'autres fins que son usage premier, donc usage professionnel. Vos enfants ont peut-être utilisé l'ordinateur, votre épouse, votre conjoint. Il est donc fort vraisemblable que des cyberattaquants aient profité de cette opportunité-là pour introduire effectivement le virus qui va venir contaminer votre réseau d'entreprise. Donc quand vous rentrez avec votre équipement professionnel dans votre cadre de travail, la solution idéale, c'est avant de reconnecter votre système sur votre système d'information, de l'isoler et donc de construire un petit écosystème où on va pouvoir vérifier si le PC a été compromis et le remettre à zéro. Donc sauvegarder les données, on l'a évoqué, mais aller un petit peu plus loin. Donc remettre à jour le système, passer les antivirus, et une fois qu'on a la certitude que la machine est propre, à ce moment-là, on va la reconnecter sur le système d'information. Vous m'avez dit, Christelle Bois-Simon, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est débrancher la prise. Débrancher le réseau, mais pas l'électricité. Exactement. Pourquoi ? Donc, parce qu'en fait, il y a une possible déperdition de données à partir du moment où vous débranchez votre ordinateur. Si on constate qu'il y a un virus, il ne faut pas débrancher l'électricité. Alors, il faut surtout débrancher le réseau. Bon, Olivier, je t'en prie, l'ANSSI, à répondre encore. Le premier réflexe de toute personne victime d'une attaque cyber, c'est effectivement d'éteindre son ordinateur. Ah oui. Et malheureusement, en éteignant l'ordinateur, on va perdre des éléments, des traces numériques qui nous permettraient peut-être, d'une part, de reconstruire les données, d'autre part, d'identifier l'attaque. Oui, par contre, donc il ne faut pas éteindre l'ordinateur, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser connecter. Donc le réflexe, quand une machine est compromise, c'est de la déconnecter du réseau, d'entreprise ou d'Internet, mais de la laisser allumer, de façon à ce que les sociétés de services qui vont venir vous aider pour régler le problème puissent récupérer des éléments dans la mémoire vive de l'ordinateur. Or, quand vous éteignez votre ordinateur, vous perdez la mémoire vive.
Donc c'est effectivement une mesure un petit peu atypique qui perturbe les gens, mais il faut oublier nos vieux réflexes et oui, carrément. voilà. Ne pas éteindre son ordinateur quand on est victime, le débrancher du réseau par contre, le déconnecter des autres ordinateurs pour éviter que la menace se répande effectivement sur les autres systèmes. Vous vouliez prolonger? Non, pas du tout. Qui sont d'ailleurs tous ces pirates, ces hackers dont on parle? Est-ce que c'est parfois monsieur tout le monde? Ce sont des mafias? On les identifie? Est-ce qu'on les pourchasse? Est-ce qu'on les arrête? Allez-y, vous pouvez répondre l'un et l'autre. On a différents types de cyberattaquants. On a effectivement, alors au tout début d'Internet, on avait ce qu'on appelait les script kiddies ou les encapuchonnés, donc des personnes isolées qui avaient une connaissance informatique et qui essayaient effectivement de l'utiliser pour compromettre des systèmes. Depuis, il y a toujours effectivement des personnages de ce type-là, mais en parallèle, on a vu une criminalité s'organiser et donc passer du physique au numérique. C'est-à-dire qu'il est bien moins dangereux de venir rançonner une société ou une personne en utilisant des moyens numériques que d'attaquer un fourgon, blindé à la Kalachnikov, c'est vite compris. Donc, d'une part, le risque pénal est nettement supérieur quand on attaque un fourgon blindé que quand on mène une cyberattaque. Et d'autre part, le risque létal pour l'attaquant est nettement inférieur. Pourtant, on parle de crime. Pourtant, on parle bien de crime et on est bien effectivement dans la même thématique. Donc, on a à la fois donc, des débutants qui s'initient à la cyberattaque et qui commettent des délits. Alors, ceux-là, en général, on arrive facilement à les identifier. Et en parallèle, on a toute une mafia cyber qui mène des attaques d'envergure. Et après, il y a un troisième phénomène, c'est qu'on parle demain de cyberguerre. Il faut avoir conscience qu'il y a aujourd'hui une réelle menace cyber dans le monde réel. C'est-à-dire la cyber peut être une arme. On peut utiliser la cyber pour déstabiliser un État ou une entreprise ou effectivement mener des opérations de type militaire. Amandine, est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui des entreprises de la nécessité de se protéger, j'allais dire, un minimum, tout du moins? Quand on entend des discours comme ceux qu'on entend depuis tout à l'heure. Je dirais insuffisamment. Alors, quelques entreprises, maintenant la grande majorité des entreprises, n'ont pas conscience des risques ou se voilent la face en disant qu'elles ne vont pas être concernées. Donc non, la majorité des petites entreprises, TPE, PME, après les grands groupes, je pense qu'ils ont en interne des DSI, des personnes qui sont spécialisées là-dedans pour sécuriser les systèmes d'information, mais en tout cas TPE, PME sont pas forcément non plus accompagnées par des prestataires pour qu'ils leur disent en fait les risques, ce qu'ils ont, voilà, et puis qu'ils fassent un audit un peu de leur système d'information pour voir ce qu'ils doivent améliorer. Mais non, selon moi, en tout cas, les entreprises n'ont pas suffisamment conscience. Est-ce qu'Amandine, la majorité des attaques aujourd'hui qu'on constate, je pense par exemple aux PME, pourraient être facilement évitées? J'insiste sur le facilement. Facilement. Je pense que s'il y avait les gestes essentiels qui étaient faits régulièrement, comme je disais tout à l'heure, changer ses mots de passe régulièrement, faire des sauvegardes, des mises à jour, avoir un antivirus, et puis avoir sensibilisé en amont ses collaborateurs pour qu'ils aient un peu de vigilance et de discernement par rapport aux emails qu'ils reçoivent. Je pense que déjà, si ces gestes essentiels étaient faits, ça permettrait d'éviter un très grand nombre d'attaques, ça c'est clair. Si les gens sont sensibilisés aux risques majeurs, voilà, on a automatiquement après des réflexes qui se développent et donc des gens qui ne vont pas cliquer bêtement sur un lien. Voilà, à partir du moment où ils sont sensibilisés, je pense que ça peut être fait. Donc, avec des gestes basiques, des petites choses, je pense qu'on peut arriver à des grands résultats et en tout cas endiguer un grand nombre d'attaques. Ce qui est quand même curieux, Olivier Graal, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des obligations pour les entreprises de sécuriser les bâtiments, je pense sécurité incendie, etc., etc. Il n'y a pas d'obligation, alors on va me dire encore réglementation, obligation, mais d'obligation de sécuriser informatiquement. Il y a un... Alors, hors les RGPD, voilà, évidemment. Le RGPD a apporté un premier niveau de réponse à cette problématique. Parce qu'effectivement, malheureusement, si on n'impose pas un minimum de règles, il y a de fortes chances que les personnes ne se sentent pas concernées et ne se protègent pas. L'avantage du RGPD, c'est que
À partir du moment où on doit être le garant des données que l'on stocke sur les personnes, on se doit de mettre en place des règles de sécurité. Donc c'est une première réponse extrêmement intéressante qui, je le pense, a amené à un premier niveau de conscience du risque cyber. Après, est-ce que c'est suffisant ? Je n'en suis pas tout à fait convaincu. Je pense qu'il faudra aller plus loin, que ce soit avec l'axe assureur, par exemple. Mais je pense qu'on a quand même passé un step et qu'on voit une amélioration, pas suffisante, certes, mais cette contrainte RGPD a imposé aux sociétés de se mettre en conformité par rapport à la loi et donc de prendre un peu plus au sérieux la menace cyber. C'est une première sensibilisation à la sécurité. C'est une première sensibilisation. Oui. Et puis là, le Covid, la pandémie, a vraiment mis en exergue tout le côté cyber, avec le télétravail notamment, et tout ce qui en a découlé. Donc c'est vrai que tout ça fait qu'il y a une prise de conscience qui était nécessaire et qui devient plus réelle. Et comme le disait Amandine, ce n'est pas que l'affaire de la direction informatique, c'est tout le monde dans l'entreprise. Bon, là, on va donner alors on a donné pas mal de conseils. Il faut dire qu'il y a une très large documentation qui est à disposition des entreprises, des particuliers aujourd'hui. Peut-être, Amandine, avant que Christelle Bois-Simon et Olivier Graal nous parlent plutôt des entreprises, vous, sur les particuliers, on peut trouver des infos sur votre site aujourd'hui, sur comment se protéger, si on est victime d'attaques, à qui on s'adresse, etc. Tout à fait. En fait, vous avez tous les conseils qui sont donnés donc sur notre plateforme. En fait, en fonction de ce qui vous arrive, du phénomène, vous suivez un parcours et donc vous aurez tous les éléments de réponse à votre problématique. Et sinon, pour les entreprises qui souhaiteraient sensibiliser en interne ou les collectivités qui aimeraient sensibiliser aussi soit leurs administrés, soit en interne leurs collaborateurs, il existe un kit de sensibilisation. Donc c'est vraiment une boîte à outils où dedans vous allez avoir des documents, des vidéos, vous allez avoir des petits flyers, des fiches mémo, des fiches sur chaque problématique, par exemple sur les mots de passe, etc., les bons gestes à adopter. Donc vous avez toute la matière pour pouvoir sensibiliser en interne, mettre une affiche ou autre à côté de la machine à café. Des petites choses comme ça peuvent aider à parler cybersécurité en entreprise et à passer le message. Et même chose au niveau des particuliers. Ils peuvent aller télécharger ce kit pour avoir les bons réflexes, en parler à leurs enfants. Voilà. Cybermalveillance.gouv.fr, je crois que c'est ça, de mémoire. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Très bien. Pour les entreprises, il y a aussi un certain nombre de kits, si on peut dire, notamment sur les ransomware. Il y en a un qui est paru il n'y a pas très longtemps. Il faut bien comprendre, le premier contact pour les PME, PMI, c'est cybermalveillance.gouv.fr. Oui. Donc ils adressent effectivement le plus gros du tissu économique national, c'est les PME, PMI. Et donc les outils adéquats pour les PME, PMI sont sur le site de cybermalveillance.gouv.fr. Après, l'ANSSI édite effectivement des guides sur différents types de thématiques. Donc le dernier en date, c'est les ransomware, où on va amener de la matière pour le chef d'entreprise pour mieux comprendre et mieux appréhender le risque numérique et s'en protéger. Donc cette documentation vient en complément de ce que fait Cybermalveillance avec une orientation plus sur les grandes entreprises, donc avec à la fois des documentations très techniques et l'aspect stratégique, donc que ce soit des informations sur le droit, sur la façon effectivement de construire une politique de sécurité d'un système d'information. Donc c'est très complémentaire de ce que fait Cybermalveillance, mais avec plus une orientation grande société ou grandes administrations. On a deux questions qui sont arrivées pour vous. D'abord, que pensez-vous du hacking pour tester la sécurité de nos infrastructures ? Peut-être expliquer ce que c'est ? Alors, ce qu'on appelle les bug bounty. Ouais. Alors, il existe des sociétés, effectivement, qui proposent des services pour vérifier effectivement si le système d'information est bien protégé. Donc c'est une bonne pratique. Après, le tout étant de choisir les bonnes personnes. Donc ces personnes peuvent être identifiées. Oui, c'est vrai que si vous choisissez un pirate, c'est dommage. Voilà, exactement. C'est bête. Donc il y a plusieurs plateformes qui existent, donc je ne suis pas là pour en faire leur publicité, je vous laisse chercher par vous-même. Cybermalveillance, effectivement, peut également vous orienter vers des sociétés. Donc je pense qu'il y a un label qui existe maintenant et qui va couvrir aussi cette partie audit. Effectivement, c'est une bonne stratégie pour vérifier si le système est étanche et si on va pouvoir répondre à un incident en cas de crise.
Parfois, n'est-il pas mieux de payer une rançon et récupérer ses données plutôt que porter plainte et tout perdre? Pour revenir à la discussion tout à l'heure. Non, oui, je ne vais pas me dire oui, évidemment. Non, bien sûr. Mais il y en a qui le font, bien sûr. Parce que déjà, payer la rançon, ça ne veut pas du tout dire qu'on retrouvera ses données. Eh oui, ça, c'est le premier point. Et ensuite, en réagissant rapidement, il est possible que la police ou la gendarmerie puisse geler les fonds. Et donc que l'entreprise récupère ces fonds. Alors, ce qui est assez déstabilisant pour les entreprises, c'est que ce sont des infractions financières. Et les infractions financières, d'une manière générale, ce sont des infractions dont les enquêtes sont longues. Les entreprises sont habituées, parce qu'elles en ont toutes eu, à avoir des chèques impayés, par exemple, les chèques sans provision. Et c'est des infractions qui sont longues et pour lesquelles on a le temps de réaction. Alors que là, c'est une infraction financière, mais sur laquelle il faut être rapide, agir rapidement pour pouvoir réussir à geler les fonds. Donc c'est nécessaire que les entreprises y soient sensibilisées et qu'elles aient le réflexe de tout de suite appeler la police ou la gendarmerie. Donc en Nouvelle-Aquitaine, il faut savoir que la police comme la gendarmerie ont une adresse mail au niveau régional, cyber, dédiée. Donc il est possible par cette adresse de joindre directement l'échelon régional, police ou gendarmerie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le commissaire Paul Bousquier et moi-même, nous échangeons très régulièrement à ce sujet-là. Et par ailleurs, pour la gendarmerie, de se rendre à la brigade de leur lieu de domicile. Alors on va reprendre toutes ces informations sur le site internet justement des live sessions, puisque vous allez mettre à disposition un flyer qui sera affiché sur le site à côté de la vidéo de ce débat. Juste une dernière question, parce qu'on est sur éthique et numérique, Olivier Graal. Quand on est victime et qu'on est un État ou un grand groupe, on a le droit de répliquer ? Vaste sujet. La doctrine nationale est de favoriser la défense plus que l'attaque. Parce que l'attaque va amener aussi des conséquences et donc effectivement il vaut mieux bien se protéger que de absolument vouloir répliquer. Après c'est un débat qui nous dépasse et donc il y aura sûrement des avancées. On imagine qu'il y a des répliques en tout cas. Ouais. Sur l'intelligence économique, vous m'avez dit que les services de renseignement américains, c'est combien sur l'intelligence économique combien c'est 60% de l'effectif. 60% d'effectifs, énorme. La guerre économique, c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ransomware, ce n'est que la partie visible. Le vrai problème qu'on ne voit pas, c'est l'exfiltration de données sensibles, que ce soit des données sur les personnes ou des données sur des savoir-faire. Et ça, c'est à long terme beaucoup plus grave que le ransomware. Merci Amandine Delamo. Merci à vous. Merci de votre présence. Merci Olivier Graal. Merci Christelle Bois-Simon. Merci beaucoup. C'était passionnant, intéressant. Et la suite, évidemment, pour vous renseigner sur les différents sites dont on vous a parlé. Et bien sûr, sur le site des live sessions, on vous donnera toutes les informations. On va retrouver maintenant mon excellent confrère Clément Lessort qui nous a accompagnés pendant ces 2 jours dans l'autre studio pour des entretiens en tête-à-tête. C'est son dernier rendez-vous. On le salue et on le remercie. Clément, c'est à vous.